Bienvenue Doc Seb. Bienvenue Christy. Alors aujourd'hui avec toi, on va aborder un sujet non des moindres. On parle d'anorexie et puis de toutes les maladies effectivement qui peuvent être liées à l'alimentation. Quelles maladies sont classées sous le terme du trouble alimentaire ? Alors actuellement, on distingue plusieurs types de maladies dans ce qu'on appelle les troubles du comportement alimentaire, les TCA. Alors il y a l'anorexie, bien sûr, nerveuse, alors avec différents types, restrictifs ou associés à ce qu'on appelle l'hyperphagie. Il y a la boulimie nerveuse, il y a l'hyperphagie aussi boulimique, il y a l'alimentation aussi sélective, des personnes qui vont vraiment sélectionner ce qu'ils vont manger. Il y a le pica aussi. Le pica, en gros, qui consiste en l'ingestion d'aliments non comestibles qu'on va retrouver dans des problématiques un peu abandonniques ou dans certains troubles psychopathologiques. Et le méricisme. Le méricisme, c'est un phénomène de rumination, en gros, avec des régurgitations. En gros, c'est les principaux, sachant que les plus importants, c'est l'anorexie, boulimie et hyperphagie. Alors, juste pour préciser, en gros, le rapport à la nourriture est important parce que ça reflète en gros notre état de santé, physique ou mental. Et c'est vrai qu'on va avoir des modifications souvent quand on a des stress, quand on est déprimé, quand on est anxieux, etc. Quels sont les signes d'un trouble alimentaire ? Alors, dans les TCA, les troubles des conduites alimentaires, ça peut être très divers en gros, parce que leur manifestation, elle est extrêmement variée. Leur gros point commun aux organisateurs, c'est le comportement alimentaire et un rapport très particulier, voire perturbé complètement, qui va avoir un retentissement très négatif par rapport à la vie de la personne et surtout sa santé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, on va dire. Alors, revenons à l'anorexie. Quels sont les troubles pour un anorexique ? Alors, les principaux traits ou signes qu'on va voir, c'est en général une restriction volontaire de la plupart des apports alimentaires, voire un refus de s'alimenter, qui va amener une perte alors excessive de poids. On dit souvent plus de 15%, 15 à 20%, alors qu'il faudra déterminer en fonction de l'indice corporel, de masse corporelle, ce qu'on appelle l'IMC aussi. En gros, quand ça commence à être en dessous de 17,5, ça commence à être assez sévère. Il y a une peur intense de perdre du poids ou de devenir obèse, alors que la personne, elle est déjà en état de maigreur. Ça, c'est très fréquent. Et il y a aussi une distorsion on appelle distorsion de l'image corporelle ou de l'image du corps, où la personne, elle continue à se voir grosse ou voire obèse, alors qu'elle ne l'est absolument pas. Donc, il y a un déni du poids réel et souvent de la gravité de la situation. Donc c'est vraiment tout à fait caractéristique pour ces éléments-là. Donc on va voir cette peur obsédante, l'amaigrissement important, des pensées aussi fréquentes autour de la nourriture. C'est vraiment quasiment une obsession. Et puis associé à une prise de diurétique, de laxatif ou de lavement pour se purger. On va voir aussi apparaître une absence de règles ou une aménorrhée pour les femmes, c'est-à-dire cette perte de règles. Et puis des pratiques intensives de sport pour se purger, etc. Enfin, des choses comme ça, quoi. Et des vomissements provoqués, notamment dans l'anorexie boulimie. Donc ça, c'est tout à fait caractéristique de l'anorexie. Alors, tu soulignais le danger pour les anorexiques, mais quand hospitaliser pour l'anorexie ? Alors, on va hospitaliser les personnes essentiellement quand il y a un pronostic qui peut être grave pour sa santé. Donc, en gros, où la personne, elle a tellement réduit ses apports, où elle est en état de ce qu'on appelle de malnutrition, qui va être causée par l'anorexique, et ça peut être responsable de symptômes assez graves. On va retrouver des troubles cardiaques, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes dentaires, une érosion de l'émail, on va retrouver des troubles gastro-intestinaux, des troubles de la motilité intestinale, des problèmes osseux, rénaux, dermatologiques, etc. Et des complications qui vont être graves, qui vont engager parfois le pronostic vital. C'est-à-dire que même si c'est un faible pourcentage, il y a quand même 5 à 15% des personnes qui risquent de décéder d'anorexie très grave. On parle en ces termes-là, soit
par les complications de l'anorexie, soit par des risques suicidaires. Donc c'est pour ça, pour éviter finalement ce risque de pronostic vital ou des tentatives de suicide, qu'on va hospitaliser les personnes. Alors, lorsqu'on parle d'anorexie, on parle de troubles alimentaires, mais comment savoir, parce que ça fait un petit peu peur finalement, comment savoir si on a des troubles alimentaires, Doc? Alors, pour savoir déjà si on a des troubles alimentaires, c'est déjà d'évaluer la présence de ces symptômes dont on parlait, c'est-à-dire le fait de ne pas vouloir avoir un poids normal, ce refus de maintenir un poids. Et on le voit dans 85% des cas, c'est cette problématique. On va relever une peur intense, voire une phobie de prendre du poids, associée on va dire, à des problématiques de dysmorphophobie corporelle, c'est-à-dire le fait d'être dans ce déni finalement par rapport à cette maigreur. On va voir aussi tous les événements somatiques qui vont avec. Alors ça va dépendre de l'âge aussi. Par exemple, chez les enfants, alors c'est plus fréquent chez les adolescents, les débuts d'anorexie. En général, c'est entre 13 et 17 ans. Mais on peut voir parfois des anorexies assez précoces chez des enfants. Le médecin traitant ou pédiatre, il a des indices quand même par rapport à la courbe de poids, par exemple. S'il y a une stagnation trop importante, une baisse de l'IMC, la présence de nausées, de douleurs abdominales inexpliquées. Des choses comme ça. Face à un adolescent, on va plutôt s'intéresser à un retard pubertaire, une aménorrhée, une hyperactivité physique ou intellectuelle. Alors, retard pubertaire, pourquoi ? Parce qu'à se priver de nourriture, il va y avoir un retentissement hormonal. C'est-à-dire que la poussée pubertaire ne va pas se déclencher. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura une aménorrhée, c'est-à-dire une absence de règles. Donc ça peut être des indices. Et puis chez les adultes, on sera vigilant surtout à une perte de poids supérieure à 15-20% et le refus de prendre du poids, un indice de masse corporelle très faible et une femme qui va présenter ce qu'on appelle une aménorrhée secondaire, c'est-à-dire elle a eu ses règles mais elle ne les a plus. Donc du fait justement de cette maigreur qui va bloquer un petit peu tout ça. Et puis on pourra on va dire après leur faire passer des échelles d'évaluation, par exemple du trouble. Alors on en a plusieurs, on a l'EAT par exemple qui permettent de dépister les personnes qui peuvent être susceptibles de souffrir de ces troubles. Voilà en gros ce qu'on peut mettre en place, c'est-à-dire se baser sur des indices aussi. Alors des indices du quotidien aussi, c'est-à-dire qu'un jeune qui veut plus prendre ses repas en famille, on le voit de plus en plus sélectif. Alors, on sait aussi que la plupart du temps, ça commence par un petit régime. C'est-à-dire, dans 50% des cas, c'est un régime qui va être initiateur de ce début de problématique anorexique. Donc, c'est ça qui est assez typique. Après, on va voir aussi, en fonction du type d'anorexie, si c'est une anorexie qu'on appelle restrictive, la personne, elle va pas soit peu se nourrir et être de plus en plus sélective, mais aussi, on va avoir une perte de poids très significative. Si c'est une anorexie avec des crises de boulimie, là, ça va être différent. La personne pourra avoir un poids stable, sans forcément avoir un indice de masse corporelle trop bas, mais elle va se purger. Elle va, prendre des laxatifs, se faire vomir, etc. Donc, c'est dans ces cas-là qu'il faudra aussi voir un petit peu les choses différemment. Donc, c'est des indices aussi à avoir dans le quotidien quand il y a une obsession autour de la nourriture et en même temps, ces indicateurs qu'on a pu donner, quoi. Y a-t-il un déclencheur face à l'anorexie ? Hormis le début de régime, j'ai envie de dire. Alors, le déclencheur, oui. Alors, ça peut être effectivement, en 50% des cas, c'est un premier régime. On va s'apercevoir quand même que durant la puberté, il y a des éléments
comme si la personne était un peu en échec face à ce mouvement pubertaire et va se replier un peu sur ses intérêts, s'isoler un petit peu, être que dans ses pensées autour de la nourriture, dans cette recherche aussi de contrôle de son image corporelle. Ça, c'est assez fréquent. On peut avoir des modes d'entrée aussi liés à d'autres pathologies. C'est-à-dire que dans l'anorexie, il y a aussi ce qu'on appelle des comorbidités associées qui sont très fréquentes. Par exemple, on va avoir des troubles obsessionnels, très fréquemment, les TOC dont on a déjà parlé, qui peuvent être aussi un mode d'entrée. Et là, ça va se fixer aussi et surtout sur le perfectionnisme, sur son image corporelle. On va le voir avec des dysmorphophobies, alors corporelles ou physiques, notamment au moment de physique au niveau du visage, par exemple au moment de l'adolescence, par rapport à des dépressions aussi, c'est-à-dire qu'on va voir souvent associé aussi une anorexie avec une dépression et des troubles anxieux. C'est vraiment, voilà, il y a ces modes d'entrée qui sont assez caractéristiques, quoi. Quelque part. Donc ça, c'est tout à fait clair dans la plupart des observations qu'on peut avoir. Alors, dans le cas d'une anorexie, y a-t-il des prises en charge et si oui, quelles sont-elles? Alors, il y a différents types de prises en charge. Déjà, il peut y avoir dans des formes d'anorexie très sévères une prise en charge médicamenteuse. On s'est aperçu, par exemple, que certains antidépresseurs pouvaient être efficaces pour lutter contre à la fois la dépression et des formes d'anorexie, ou associés parfois à des anxiolytiques si c'est ce qui va dominer. Mais sinon, il va y avoir ce qu'on appelle des prises en charge aussi nutritionnelles quand elles sont graves, c'est-à-dire le fait de mettre en place une alimentation plus saine, de pouvoir permettre à la personne de réapprendre à manger correctement, sainement, d'avoir un rapport, je dirais, plus fluide par rapport à la nourriture. Et puis, toutes les psychothérapies qui vont avec, parce qu'elles sont essentielles quand même, parce que les traitements médicamenteux ou nutritionnels ne suffisent pas à eux-mêmes. Donc là, dans des formes modérées, ça pourra même suffire, par exemple, des approches de psychothérapie. Alors, les psychothérapies familiales qui fonctionnent bien parce que c'est quand même souvent en lien aussi avec la dynamique familiale. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui se joue souvent dans la famille autour de ce symptôme. Ensuite, des psychothérapies qui peuvent être ce qu'on appelle dynamiques, c'est-à-dire centrées sur les conflits personnels, sur les problématiques un peu inconscientes, des psychothérapies plus TCC, c'est-à-dire sur les symptômes en tant que tels, l'hypnose aussi qui fonctionne bien avec les anorexiques. Donc un accompagnement pluriel et après on va déterminer en fonction du profil de la personne ce qui lui correspond mieux en termes de psychothérapie. Donc il y a quand même tout un arsenal et ça va demander quand même un suivi de 1 an minimum à 3 ans, souvent, pour ce type de problématique. Pourrait-on dire que les troubles alimentaires sont une addiction finalement, Doc? Alors, il y a différents types de modèles. Il y a effectivement un modèle de compréhension un peu de l'anorexie. Il y a le modèle qui est celui effectivement de l'addiction, c'est-à-dire de considérer qu'il y a des liens entre les addictions et l'anorexie. Alors pourquoi ? Parce que ça entraîne une forme de dépendance comme dans l'addiction, donc une conduite compulsive, une perte de liberté, c'est-à-dire cette addiction alimentaire, soit à la contrôler, à la maîtriser, mais en même temps avoir toutes ces pensées qui sont centrées sur l'alimentation, soit au contraire dans des pertes de contrôle, dans la crise boulimique, dans le craving qu'on appelle là. Donc il y a effectivement des liens avec l'addiction qui sont assez clairs, mais qui sont pas les seuls. Je dis ça parce qu'il y a un modèle de compréhension autour de l'addiction, parce que c'est pas non plus une addiction. Par exemple, dans les troubles psychopathologiques, c'est pas classé dans les modalités et dans les troubles addictifs. Mais il y a un modèle de compréhension autour de l'addiction, pour se sevrer finalement de ce comportement. Il y a aussi un modèle de compréhension autour du pubertaire, c'est-à-dire l'impact de la puberté et de cette difficulté à pouvoir finalement s'engager dans ce processus. Parce que dans ce blocage, souvent chez les adolescents, ça les coupe du phénomène pubertaire, de ces changements. On reste, on va dire, jeune fille et pas femme. On
découpant finalement le processus pubertaire. On a aussi des liens avec les modèles de compréhension de troubles de la personnalité. On s'est aperçu qu'il y a quand même plus de troubles de la personnalité, c'est-à-dire même, c'est assez significatif, en lien aussi avec les problématiques anorexiques. Et puis, les modèles de dépression, modèles d'obsession, parce que on voit que ça devient un peu l'équivalent d'un TOC, par exemple, c'est-à-dire une pensée obsédante avec des rituels, des conjurations. Donc, on a différents modèles, finalement, qui sont convoqués. Et donc là, je dirais que c'est un objet un peu de recherche actuelle aussi, même si c'est celui des addictions qui domine dans la compréhension. Mais c'est quand même pas une addiction en tant que telle, en tout cas dans la classification. Alors, quelle est la prévalence des troubles alimentaires, Doc ? Alors, il y a une prévalence. Alors, au sens large, ça peut aller jusqu'à de 1% à 5%. Si on englobe tout, ça peut aller jusqu'à une dizaine de pourcents. Mais pour l'anorexie, par exemple, elle est en gros de 0,3% à 1% maximum. Ça dépend des études. Alors, on va s'apercevoir, l'anorexie vraiment stricto sensu, ça va être un peu plus important pour d'autres troubles. Elle toucherait en gros dans le ratio homme-femme 10 fois plus de femmes. Donc ça, c'est quand même assez clair maintenant. Il y a quand même quelque chose qui est en lien avec le genre, on va dire. Même si on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus d'hommes qui pourraient être touchés, mais qui peuvent être sous-diagnostiqués. Donc c'est assez fréquent. Et dans les problématiques boulimiques, d'anorexie boulimique, là on va voir quasiment 19 femmes pour un homme. Donc c'est quand même assez fréquent là, même beaucoup plus fréquent chez les femmes. Par contre, dans les formes d'hyperphagie boulimique, là on va retrouver quelque chose qui peut être à peu près équivalent entre les hommes et les femmes. Donc où là il n'y a pas forcément de vomissement, mais il y a une hyperphagie, donc une prise excessive. Justement, peux-tu nous expliquer rapidement, parce qu'on arrive sur la fin de l'émission, ce qu'est l'hyperphagie ? Alors, dans l'hyperphagie, c'est une prise excessive de nourriture, on va dire, qui peut arriver sur des phénomènes de crise, un peu, de craquage, ou alors être continue, mais c'est plus souvent sous forme de crise, où la personne va ingérer des quantités très importantes de nourriture. Alors, on peut avoir des phénomènes d'hyperphagie, alors sans vomissement, où les personnes vont garder un petit peu ce qu'elles ont ingéré, et donc là on aura un excès de poids, souvent. On peut avoir aussi des formes de boulimie avec vomissement, donc là on n'est pas que dans l'hyperphagie, où là les personnes vont garder un indice de masse corporelle ordinaire. Elles vont en gros, après avoir ingéré, se purger. Donc ça c'est un cas assez fréquent quand même. Très bien, je te remercie pour toutes ces indications et ces précisions. On se retrouve très rapidement dans une prochaine émission. Merci Doc Seb. Ravi d'avoir éclairé un petit peu ces problématiques de troubles des comportements alimentaires. À très bientôt. Sébastien Garnero, docteur en psychologie, sexologue et hypnothérapeute. Merci, bye bye. Bye.